Bonjour à tous. Julie Forner, moi je suis avocat au barreau de Nantes et j'interviens exclusivement dans tout ce qui est propriété intellectuelle, donc droit d'auteur, droit des marques et puis droit de l'informatique qui regroupe quand même pas mal de choses aussi. Cécile Guyot, avocate au barreau de Nantes également, et comme Julie, j'interviens exclusivement en droit de la propriété intellectuelle classique et en nouvelles technologies, droit de l'informatique et de l'Internet. Nicolas Mitric, je ne suis pas du tout avocat au barreau. Je suis auteur de bandes dessinées, de jeux de société et je donne aussi des cours dans des écoles d'art. Voilà. Alors les créations. Qu'est-ce que c'est que les créations ? Alors en propriété intellectuelle, on a un code qui s'appelle le code de la propriété intellectuelle et qui regorge d'articles et dans ces articles, il y a des définitions. Alors nous, on entend création dans le sens œuvre de l'esprit, quel que soit le genre, la forme d'expression, le mérite et la destination. Alors l'article L112.2 du Code de la propriété intellectuelle donne par défaut des pratiques ou des livres ou des qui sont, par définition, on dit que c'est des créations. Donc l'article sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code. Donc on va voir qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des livres, mais il y a aussi des tours de cirque, des œuvres audiovisuelles, des structures, des gravures, des photos, des conférences, les plaidoiries. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Le code dit par défaut, c'est cette liste-là, voilà, cette liste, il y a un droit d'auteur dessus. On va se pencher sur les deux critères qui font que effectivement une œuvre va pouvoir être éligible à la protection par le droit d'auteur. Alors ces critères, ils sont deux. Pour qu'une œuvre bénéficie de la protection par le droit d'auteur, il faut qu'elle soit matérialisée dans une forme perceptible et il faut qu'elle soit originale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Matérialiser dans une forme perceptible, ça veut dire que le fait que j'ai une idée, que j'en parle autour de moi, une idée de création, c'est pas suffisant. Il faut que mon idée, je l'ai couchée sur un support physique. On peut tous les deux avoir la même idée, mais la matérialiser de manière différente. Et c'est cette matérialisation qui va donner prise au droit d'auteur. Deuxième critère, c'est l'originalité. Alors on dit de manière un peu pompeuse parfois, il faut que ça porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur pour pouvoir bénéficier de la protection par le droit d'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on voit bien ce que c'est. Pour une œuvre littéraire, par exemple, il faut qu'on puisse déceler la patte, le style de l'auteur. Ça, c'est l'originalité de l'œuvre. On pourra la démontrer comme ça en disant, bah voilà, moi j'utilise telle tournure de phrase. Pareil pour un tableau, par exemple, il y a des styles particuliers. Donc maintenant qu'on comprend un peu plus comment on a le droit d'auteur, comment on le protège. Alors la protection du droit d'auteur, il n'y a rien à faire. Une marque, on doit déposer une marque et on obtient un titre de propriété. Un droit d'auteur, on n'a rien à faire. Donc l'article L111.1 précise que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, je dessine une maison. Elle va être originale parce que c'est moi qui l'ai dessinée, elle va porter l'empreinte de ma personnalité. Et le seul fait que je la dessine, j'ai du droit d'auteur dessus. Elle est originale, mon droit d'auteur commence. La difficulté, il n'y a pas de formalité d'enregistrement, on ne fait rien du tout, on n'a pas de titre de propriété. On crée, on a un droit. La difficulté, c'est qu'il va falloir démontrer une date de création, et ça, Cécile nous l'exposera tout à l'heure. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit d'auteur, il se subdivise en deux composantes. Le droit d'auteur, c'est un droit patrimonial et un droit moral. Le droit patrimonial, c'est le droit de reproduction et de représentation, classiquement. Le droit de reproduction, c'est de fixer l'œuvre, de la reproduire. Le droit patrimonial, il peut le céder, s'il a envie. Alors que le droit moral, qui est plus complexe, c'est encore plus subjectif. Le droit moral, c'est le droit à la paternité, le droit de divulgation, le droit de retrait et le droit de respect de l'œuvre. Le droit moral, en fait, c'est le caprice de l'artiste, un petit peu, on va dire. C'est la composante vraiment morale, il y a tout dans le mot. C'est incessible, le droit moral, c'est-à-dire que l'auteur le gardera à vie, tout le temps. Il ne pourra pas le céder. Le droit à la paternité, c'est le fait qu'on mette son nom. Il a le droit au respect à la paternité. On diffuse l'œuvre d'un auteur, on dit de qui est cette œuvre, on met son nom. Le droit de divulgation, ça, je peins un tableau.
Et puis finalement, je décide de ne pas le divulguer parce que j'en suis pas fière, parce que je trouve que ça ne représente pas ce que j'avais envie de faire, parce que le résultat, il n'est pas bon. Le droit de divulgation, c'est ça. Le droit de retrait, mon œuvre qui a été divulguée, mais je considère qu'elle n'est plus appropriée, je veux la retirer. Et le droit au respect de l'œuvre, c'est évidemment tout ce qui est modification de l'œuvre. Ça peut être un changement de couleur comme une coupure de texte, tout simplement. Et donc le droit moral est incessible. Lorsque vous êtes créateur salarié, on a vu le principe avec Julie, c'est que l'auteur est titulaire des droits sur ses créations et il n'a pas de formalité préalable à accomplir. Ça veut dire que demain, par contre, il y a une difficulté, il ne peut pas sortir un papier en disant bah, si, c'est marqué comme en droit des marques ou droit des brevets, je suis bien propriétaire. Là, il n'y a rien à faire. Le principe également, c'est que le droit d'auteur, il s'applique, il perdure pendant toute la vie de l'auteur et 70 ans après son décès, sauf certaines exceptions. Et là, Nicolas, je crois que tu as été confronté à un cas particulier sur un projet actuel. Donc, tout à fait. Je te laisse en parler. En fait, je suis en train de créer, de co-créer avec une illustratrice un projet de bande dessinée autour de Saint-Exupéry. Pas un biopic classique et ni une reprise du Petit Prince. Et on s'est intéressé de savoir qu'est-ce qu'on pouvait utiliser ou pas, et au niveau de la prescription, est-ce que c'était passé ou pas. Et effectivement, la durée des droits, c'est 70 ans, sauf dans des cas de figure très particuliers. Et Saint-Exupéry en fait partie, puisqu'il est mort en 1944, pendant la guerre, et il a bénéficié du statut de mort pour la France. Ce qui fait que ça prolonge le temps de protection des droits d'auteur pour Saint-Exupéry. Il faut savoir qu'à l'étranger, on a vu qu'ils peuvent s'en servir, pour le coup, mais en France, du fait de ce statut de mort pour la France, c'est un peu compliqué. Donc on est en train de se renseigner, qu'est-ce qu'on peut utiliser, pas utiliser, voilà. L'économie et la création ont été quand même pas mal affectées pendant les 2 guerres mondiales, et donc on a considéré que la protection du droit d'auteur en fait s'était mis en suspens pendant les guerres. Donc il a 50 ans plus les 8 ans, 2 ans de guerre, et il est mort au combat. Donc il est mort pour la France, donc plus 30. Donc on arrive à 50, plus 8 ans pour les guerres, plus 30 ans parce qu'il est mort au combat pour la France. Donc en France, il sera dans le domaine public, Saint-Exupéry, en 2032. Voilà le principe quand on est créateur d'une œuvre. Et quand on n'est pas créateur d'une œuvre, par exemple société ou boîte de com qui emploie des personnes qui vont plancher sur la création de logos, etc., protégeables par le droit d'auteur. Donc le principe, vous l'avez compris, c'est que on est titulaire de rien. Donc il faut faire des cessions de droits. Ça étonne souvent quand on dit non, vous êtes titulaire de rien, parce que la réponse c'est ouais, mais j'ai fait signer un contrat de travail dans lequel il est spécifiquement indiqué que je paye mes salariés pour qu'ils aient une activité créative, je les rémunère pour ça, donc moi je considérais que j'avais directement les droits. Eh bien sachez que ce n'est pas le cas. Il faut préparer des contrats qui doivent répondre à un formalisme très strict pour que les droits d'auteur remontent à la société. Maintenant, les tempéraments. Quand plusieurs personnes travaillent ensemble pour créer une œuvre. Alors, c'est le Code de la propriété intellectuelle, l'article L133.2. On va parler des œuvres de collaboration, des œuvres qu'on appelle composites ou dérivées, et des œuvres collectives. Alors, l'œuvre de collaboration, qu'est-ce que c'est ? C'est quand il y a plusieurs personnes physiques qui travaillent ensemble pour arriver à une création originale. Dans ce cas-là, l'œuvre, elle est la propriété commune des 2 co-auteurs. C'est-à-dire qu'ils doivent s'entendre pour l'exploitation de l'œuvre. Alors, généralement, ce qu'on recommande, c'est quand même de faire des contrats qui vont gérer la manière dont, effectivement, on va pouvoir exploiter en commun l'œuvre et qui aura quoi, dans quelle proportion. Ce qui évite des contentieux après ou des situations de blocage, parce que co-auteur, notamment quand on est 2, 50-50, c'est compliqué quand on n'est pas d'accord sur la manière d'exploiter. Et il y a une petite subtilité, c'est que quand les
les contributions de chacun des co-auteurs appartiennent à un genre différent, dans ces cas-là, il y a possibilité d'exploiter chacun de son côté sa contribution, à condition que ça ne porte pas préjudice à l'œuvre initiale. D'ailleurs, je crois, Nicolas, que sur le sujet... Une fois de plus, je confirme. Oui. Il y a une sorte de légende urbaine qui a toujours traîné depuis que j'ai commencé dans la BD, et je pense pas que ce soit une légende urbaine. Pour le coup, c'est pas une légende urbaine. C'est de savoir qui était le propriétaire de Rahan. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la bande dessinée Rahan. Et en fait, c'était créé par Chéret et Lecureux. Et en l'occurrence, le scénariste un jour a décidé qu'il ne voulait plus travailler avec le dessinateur sur la série Rahan. Et en fait, il a décidé de continuer Rahan, mais avec un autre dessinateur. Et pour le coup, ça n'a pas plu du tout à Chéret, qui a dit non, cette création, on l'a faite ensemble, donc elle nous appartient autant à l'un qu'à l'autre. Et le curé a dit pas du tout, c'est moi qui ai créé Rahan de toutes pièces. Et bon, pour le coup, ils sont allés devant les tribunaux. Et depuis toujours, nous, on nous parle de la fameuse jurisprudence Chéret-Lecureux, qui a donné lieu au fait que des personnages de bande dessinée sont à 50% la propriété du scénariste et à 50% celle du dessinateur. Voilà. Alors en bande dessinée, oui, on a des contrats justement, je suppose depuis la jurisprudence qui spécifie bien, en fait on met sus-dénommé l'auteur, et dans l'auteur on détermine qui est le dessinateur et le scénariste pour bien dire que c'est une co-création. Et là, pour le coup, on détermine les pourcentages des uns et des autres, des pourcentages de droits à percevoir ou de droits en fixe, etc. Donc, deuxième tempérament, donc on a vu l'œuvre de collaboration, co-titularité, les œuvres composites ou dérivées. Donc, l'exemple bien connu, c'est la photographie d'Obama, par exemple. Alors, voilà, original, pas original, on peut le discuter, mais enfin, si c'est une photographie qui est protégée par le droit d'auteur, la personne qui en a fait l'affiche qu'on voit là, eh bien, en droit français, quand une œuvre seconde incorpore une œuvre première protégée par le droit d'auteur, on est obligé, alors pour la réaliser, mais surtout pour la divulguer, la diffuser, l'exploiter, etc., on est obligé d'avoir recueilli l'assentiment préalable de l'auteur précédent. Et dernier tempérament, l'œuvre collective. Donc c'est une œuvre qui est créée à l'initiative d'une personne physique ou morale, qui est publiée et divulguée sous sa direction et son nom. Donc c'est le chef d'orchestre un petit peu. Et en fait, c'est les contributions de chacun vont, on dit, se fusionner dans un tout qui sera indissociable. C'est bien que l'auteur est surprotégé, l'auteur est très protégé, mais c'est bien quand même de lui mettre des petites exceptions. Alors la plus connue et celle qu'on utilise tous, c'est l'exception de représentation privée et gratuite effectuée dans le cercle de famille. L'analyse et courte citation justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. Donc ça va être vraiment quand on cite un extrait de livre, quand on cite un extrait d'article, voilà. Là, c'est pareil, c'est une exception légale, un tempérament légal où on a le droit de porter atteinte au monopole de l'auteur et de reprendre sans lui demander son autorisation du coup. C'est ça l'intérêt de ces tempéraments légaux. Et alors un dernier tempérament qu'on va traiter, c'est le logiciel. Alors le logiciel, au moment où la loi a été faite, clairement il y avait un bon lobbying des éditeurs de logiciels qui se sont dit c'est quand même pas très pratique d'employer quelqu'un, de le payer et en plus après faut se ménager la cession des droits. Ce serait quand même plus simple que je l'embauche, qu'il travaille pour moi et que automatiquement tout ce qu'il fait c'est à moi. Ils ont réussi. Donc pour le logiciel, en France c'est protégé par le droit d'auteur. Il n'y a pas de brevet de logiciel sauf si le logiciel est inclus dans une invention technique, voilà. Mais par principe le code du logiciel c'est du droit d'auteur. On considère que c'est de l'écriture aussi compréhensible soit-elle. Donc ça veut dire que je suis une société d'édition de logiciels ou une agence de communication qui fait faire des sites web. Dans un site web il y a du code évidemment. Et tout ce que crée mon salarié m'est dévolu automatiquement. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique dès qu'on a quelqu'un qui fait du logiciel. Alors le tempérament, il est ce qu'il est, il est très pratique, mais il faut bien savoir que c'est que ce que créent les salariés. Donc en fait, il faut être très très vigilant quand on est en entreprise et qu'il y a du logiciel de fait. Le salarié qui crée, qui fait du code,
sa partie va à l'employeur. En revanche, si j'ai un stagiaire, si j'ai quelqu'un qui arrive en prestation, qui n'est pas salarié, qui n'a pas de contrat de travail, eh ben, il conserve ses droits. Il faut un contrat de cession. C'est obligatoire. Ensuite, on va avoir les licences open source. On va avoir c'est les licences libres de droit. Libre de droit, ça ne veut pas dire que je fais ce que je veux. Ça veut dire qu'il y a une licence appliquée à cette partie de code. Chaque licence open source va être différente. On va avoir la GPL V2, V3, les Apache, les MIT, enfin toutes ces choses-là. Tout ça, c'est des licences open source. Chacune est régie par une licence qu'on peut résumer. La licence, c'est les règles du jeu. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire quand je la prends ? Il y a des licences, on a le droit de les conserver. Elles sont open source, donc elles sont libres, on y a accès. Et on a le droit de les transformer en licences propriétaires derrière. Donc, soit on n'utilise que des licences open source avec un régime assez favorable, on va dire, à la propriété qui fait qu'on a le droit de tout repasser en propriétaire, soit on isole les briques qui peuvent être contaminantes et qu'on doit redivulguer. Ce qu'il faut retenir, c'est l'exception du logiciel, c'est uniquement s'il y a un salarié. Si je vais développer mon logiciel par d'autres personnes que mes salariés, attention, contrat de cession. Donc, en pratique, ce qu'il faut faire, il faut être en capacité de prouver deux choses, en fait. En cas de contentieux, en cas de difficulté, il faut être en capacité de prouver sa paternité sur la création et la date à laquelle j'avais réalisé telle ou telle création. Alors, comment on peut essayer de se ménager la preuve de ce qu'on est propriétaire des droits sur une création ? Il y a plusieurs moyens. Il y a l'enveloppe solo. Alors maintenant, il y a l'enveloppe solo, c'est qu'on va sur le site internet de l'INPI, ça coûte 15 €, c'est pas cher. Et ce qu'on fait, c'est que on envoie en fait, je sais pas, notre bouquin par exemple, ou la trame de la BD, ou des recherches de personnages, les croquis de la chaise qui est originale et qui bénéficiera de la protection par le droit d'auteur. On envoie ça à l'INPI qui va en garder une copie et en cas de contentieux, ça pourra être valablement invoqué. De la même manière, on peut faire appel à un huissier qui va garder les éléments, faire un PV de constat. Voilà. Après, un huissier est un petit peu plus cher. On peut aussi, c'est un petit peu moins bien, mais pourquoi pas, lettre recommandée avec accusé de réception à soi-même, éventuellement. On s'envoie un courrier recommandé qu'on n'ouvre pas. En interne, il faut vraiment pas négliger, quand on est la société, le régime de l'œuvre collective. Parce que pour le coup, c'est quand même pratique. La définition, donc, œuvre créée à l'initiative d'une personne physique ou morale, donc en général, c'est quand même la société qui donne le ton de ce que la société doit créer et va créer. Publiée et divulguée sous sa direction et sous son nom, sous le nom de l'entreprise, et que les contributions de chacun fusionnent dans un tout indissociable. Et c'est là-dessus que l'entreprise a du travail. Parce que l'intérêt de l'œuvre collective, on l'a vu dans les tempéraments, c'est que l'auteur ne conserve pas ses droits et que la société récupère les droits de manière automatique. Donc ça évite quand même d'avoir des contrats de cession à signer, ça allège, on va dire, le process. En pratique, qu'est-ce que peut faire le dirigeant d'entreprise pour ça ? Il faut qu'il mette en œuvre des procédures internes, notamment de validation. Donc le dirigeant, ce qu'il fait, c'est que tout lui remonte, ou en tout cas il met quelqu'un, mais il aura quelqu'un de confiance à qui ça remonte et il aura un contrat qu'à signer, on va dire, peut-être, voilà. Il faudra mettre ça en place. Mais il faut qu'il y ait une validation toujours du dirigeant qui va essayer de checker tous les projets et de dire « Ah bah non, ça c'est comme ça il faut faire ci, ça il faut faire ça, voilà ». Il met sa patte un peu partout, ce qui fait qu'on ne sait pas trop qui a fait quoi. Et faire bien travailler les gens en équipe, plutôt que de les faire travailler chacun dans leur coin. Merci beaucoup d'avoir écouté avec attention et on est là pour écouter vos questions.